Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui on va parler des parents d'un petit garçon qui s'est vu électrosensible, qui fait des crises. En fait il est épileptique, donc visiblement il serait aussi électrosensible. Il D'accord. fait des crises en présence de Linky. Ouais. Effectivement. Et on va parler aussi de Conseil d'État, parce que là c'est un peu d'une actualité brûlante. Bon. On démarre alors. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'est parti. Alors on y va. Donc c'était à Coux dans la Drôme. Donc l'article du Dauphiné Libéré s'intitule Drôme devant les Linky, leur fils de 3 ans déclenche des crises d'épilepsie. C'est un article qui date du 10 juillet dernier. Donc sachant que le 10 il était en libre et très très rapidement, en moins de 24 heures, il a été mis disponible uniquement pour les abonnés, ce qui a limité considérablement évidemment la portée de cet article. On va voir qu'effectivement ça empêche aussi d'autres, par exemple, médias de reprendre comme classiquement le font, par exemple, Orange ou Planète ou même Capital, en faisant écho à des articles qui ont été faits par des confrères. Vous voyez, l'information n'a pas trop été... Exactement. On se demande pourquoi d'ailleurs. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne cette information-là, on va voir qu'elle a été beaucoup moins diffusée que l'information relative à une décision récente du Conseil d'État qu'on commentera juste après. En tout cas, elle met en perspective justement et en relief la décision du Conseil d'État. Donc, parlons d'abord de ce cas-là. C'est Titouan qui a 3 ans et demi, et ses parents Jérôme et Virginie, qui se sont rendus compte en fait lors d'un séjour dans un village de vacances, puisque pour le moment ils vivent dans un endroit où il n'y a pas encore de Linky, mais ils s'étaient rendus compte que leur fils en fait faisait des crises alors qu'il ne faisait jamais de crise la nuit. Là, il s'est mis à faire 3 crises par nuit à chaque fois qu'ils étaient donc dans ce logement équipé de Linky. Alors au bout de combien de temps les crises se sont en fait, manifestées ? On nous dit simplement, en mai 2018, ce qu'ils ont vu les a convaincus de lutter contre l'installation du compteur intelligent, puisqu'avant ils n'étaient pas contre. Il disait, on séjournait dans un village de vacances dans le Gard où tous les studios étaient équipés de Linky. Chaque nuit, 3 fois par nuit, Titouan a fait des crises d'épilepsie. La journée, on allait se promener dehors et les crises cessaient. Et visiblement, il n'avait jamais fait de crise la nuit. En fait, voilà. Alors, on nous dit le changement de lieu l'avait peut-être stressé, etc. Sauf que Titouan, apparemment, a l'habitude d'aller ailleurs. Il bouge régulièrement, ils vont chez des amis. Donc, c'est pas le changement de sa maison, quoi. On va dire. Les crises apparaîtraient s'il sortait... au moment de sortir. Oui, alors en fait, ils disent, chez nous, on a arrêté le Wi-Fi, on a arrêté de l'exposer au téléphone portable, etc. Donc le problème, ils ont peur évidemment quand on va installer le Linky dans la maison et le système CPL, rappelons-le, c'est toujours le courant porteur en ligne qui est problématique, ils se disent, nous n'aurons aucun moyen de le protéger et sa chambre est située en plus à 2 mètres du compteur électrique. Donc sachant que c'est pas le compteur lui-même qui émet fortement, c'est évidemment dans tous les câbles du logement que le CPL passe, mais pour eux, ça les inquiète. Donc ils demandent en fait à Enedis de ne pas installer le Linky chez eux et dans les logements autour, parce que dans cet article, on a le mérite justement de parler clairement du CPL, c'est-à-dire du courant porteur en ligne et de l'influence qu'aurait le système Linky, même s'il n'est pas installé physiquement dans telle ou telle maison. Voilà, donc il devrait y avoir une sorte on va dire de conciliation, sauf qu'ils disent que pour le moment, ils n'ont pas d'écho d'Enedis. Alors ils vont se retrouver devant le tribunal de Privas le 12 septembre prochain et demander à ce qu'Enedis, qui pourtant se targue d'accompagner les personnes sensibles, etc., bien visiblement ne le fait pas et ne les accompagne, entre guillemets, que contraint et forcé quand il est condamné au tribunal, comme ce qui vient de se passer d'ailleurs à Foix récemment, rappelons-le, et auparavant à Bordeaux et à Toulouse, au moins en ce qui concerne les électrosensibles. Et avec par exemple un certificat qui prouverait que la personne électrosensible, est-ce qu'il pourrait agir Jusqu'ici, ce n'est jamais pris en compte, en fait. Sauf peut-être dans des cas extrêmement exceptionnels où il peut y avoir peut-être des directions régionales un peu plus humaines, on va dire, qui vont, sans en parler, sans le dire, pour pas que ça soit trop on va dire, médiatisé, faire un petit accord amiable avec quelqu'un qui a visiblement une énorme électrosensibilité et qui est extrêmement, on va dire, extrêmement tenace. Par exemple, pour des nouveaux raccordements, j'ai ouï dire d'une personne, je crois, en Bretagne,
Bretagne qui a eu un nouveau raccordement sans Linky après avoir été extrêmement tenace et en particulier avec des certificats justement de ce type. Voilà, donc soyons très clairs, on est dans une situation où on a des gens fragiles et où on ne les protège pas. Rappelons que ceci est par exemple un écho à un article de La Dépêche qui a un peu plus d'un an, qui date de décembre 2017 et un autre article faisant écho au même problème de janvier 2018 pour une famille de Auch dont le fils épileptique aussi souffrait quand le compteur Linky a été installé et où la famille a dû vivre pendant 1 an sans électricité jusqu'à ce qu'elle en ait marre et contacte la presse qui à ce moment-là a fait accélérer les démarches puisque depuis 1 an Enedis faisait la sourde oreille et laissait la famille vivre sans électricité pour protéger leur fils épileptique qui ne supportait plus le courant depuis que Linky avait été installé. Donc on voit l'accompagnement, on voit la hauteur de l'accompagnement. Et on voit aussi la prise en compte par les pouvoirs publics, justement. Donc c'est d'autant plus important de voir un petit peu ce qui se passe avec ce fameux arrêt donc, du Conseil d'État qui vient de sortir. Alors, je vais vous en parler. Il s'agit donc de la commune de Castres, en fait. Il se trouve que, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait évoqué justement un arrêt du Conseil d'État concernant la commune de Beauvais, en Ille-et-Vilaine, où le Conseil d'État, très récemment, venait d'acter par, je ne sais pas si c'est un tour de passe-passe, en tout cas, c'est ce que disait Stéphane Lhomme par rapport à cela. C'est effectivement, et puis le maire de Beauvais également, puisqu'on a deux écrits qui sont utilisés en les combinant pour dire qu'il y a un transfert de propriété, des compteurs depuis les communes vers les syndicats d'énergie et qu'apparemment rien ne le prouve dans ces textes. Sauf que quand le Conseil d'État tranche, malheureusement, on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Et là, c'est ce qui se passe également pour, quasiment une semaine après, pour le Conseil d'État concernant la commune de Castres qui, en fait, avait aussi sollicité le Conseil d'État pour trancher sur la possibilité qu'avaient les communes de protéger leurs administrés, notamment pour raisons de santé, en ce qui concerne l'utilisation, par exemple, du principe de précaution, etc., vis-à-vis du Linky. Et là, nous nous trouvons évidemment devant également un autre arrêté à la défaveur de la commune. Dans les deux cas, rappelons que le Conseil d'État demande à la commune, petite commune à chaque fois, toute petite commune, de verser 3 000 € à Enedis, d'accord, de dommages, si on peut dire. Et derrière, vous avez quelque chose qui s'applique à l'ensemble du territoire. Donc c'est assez dramatique ici, parce que en plus, ça, je ne sais pas si ça montre le tas de corruption de nos institutions, mais en tout cas, voilà ce que ça dit. On dit qu'effectivement, dans cet article donc, de environnement, alors je vais essayer de vous le ressortir, c'est environnement santé, je pense, je vais vous le ressortir, ça s'appelle... les communes ne peuvent pas s'opposer à l'installation des compteurs Linky, c'est environnementmagazine.fr. Donc, cet article nous évoque les raisons données par le Conseil d'État pour débouter la commune en question. Alors, on nous dit, le Conseil d'État déduit en effet des textes applicables que c'est à l'État qu'il revient de veiller non seulement au bon fonctionnement de ces compteurs, mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. Donc, en gros, ce qu'on veut dire, c'est que les maires n'ont pas leur mot à dire. En termes de démocratie locale, on nie la démocratie locale. Les maires n'ont pas le droit d'essayer de protéger leurs administrés, puisque ce rôle incombe à l'État. Le problème, c'est que l'État ne le fait pas. Quand on regarde, par exemple, là on nous parle de limitation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, rappelons par exemple la manière dont le décret concernant les limites d'exposition, par exemple pour les antennes relais, est passé. Vous le trouvez dans le documentaire Mauvaises ondes, passé en 2013 sur France 3 et que vous trouvez sur YouTube. On y voit Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, qui est interviewé et qui rappelle la manière dont le décret est passé carrément en douce entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002. Où lui n'avait pas signé évidemment, mais où effectivement il était passé quand même puisque tous les autres ministres avaient signé. Et l'idée générale, c'était qu'effectivement, on avait mis des normes extrêmement élevées pour, il le dit lui-même, permettre aux opérateurs de mettre moins d'antennes plus puissantes, de manière à faire des économies. Donc regardez la manière dont l'État protège la santé en limitant l'exposition aux ondes électromagnétiques. Voici un exemple patent. Voilà. Parce que moins d'antennes... moins d'antennes égale avec des antennes plus puissantes. Et donc exposant plus les riverains.
exposant beaucoup plus les riverains, exactement. Alors, on nous dit, selon le Conseil d'État, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires au niveau national et peut à cette fin s'appuyer sur des capacités d'expertise dont ne disposent pas les collectivités territoriales. Moyennant quoi, circuler, il n'y a rien à voir. D'accord ? On nous dit, le principe de précaution ne donne pas non plus compétence au maire pour prendre de telles mesures, puisque, en gros, le Conseil d'État vient de trancher sur le fait que la propriété des compteurs est passée au syndicat d'énergie. Sauf que, je suis désolée, le principe de précaution, c'est lié à la santé des personnes et, on va dire, à l'avenir, à la garantie de leur avenir. Et on ne voit pas quel rapport avec la propriété des compteurs. Un maire est responsable quand même du bien-être de ses administrés. Alors, dans la mesure où l'État ne fait pas son travail, entre guillemets, sur un certain nombre de points, eh bien certains maires s'y opposent. Par ailleurs, par exemple, vous avez un maire qui a, entre guillemets, désobéi à l'État. C'est un article de La Relève et la Peste.fr du 25 juin 2019, intitulé « Un maire désobéit à l'État en interdisant les pesticides dans sa commune ». Voilà. Alors, le maire nous évoque cela. C'est Daniel Cueff, maire de la commune de Langouette, à 20 km de Rennes, là encore, donc aussi pas très loin donc de Beauvais. Et on nous dit, le gouvernement, retardant sans cesse les décisions sur l'interdiction des pesticides, il est de mon devoir de maire de pallier les carences de l'État en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les habitants. Voilà. Donc, soyons clairs, vous avez vu tous les dérapages plus ou moins peu contrôlés de l'État concernant notamment le Roundup avec sa pseudo-interdiction, la manière dont ils ont lutté contre le fait que, contre l'amendement qui visait à mettre une obligation, puisque ça devait déjà être interdit. On nous donne une limite future très floue. L'amendement était censé dire que les promesses du gouvernement devaient être inscrites dans la loi. Eh bien, évidemment, cet amendement n'est pas passé. Donc, on est dans une situation où, là, par exemple, pour ce maire courageux qui veut faire ce que l'État ne fait pas, eh bien, la préfète locale, la préfète d'Ille-et-Vilaine, pour donc Michel Kiry, la préfète d'Ille-et-Vilaine, l'arrêté se trouve entaché d'illégalité. Seul le ministre de l'Agriculture peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce type de produits. Sauf que si l'État n'agit pas, il reste quoi ? Parce qu'en gros, on écrase la démocratie locale, c'est très clair, et on ne laisse finalement qu'une société, on va dire, ubérisée, où on va avoir des individus satellites qui ne se peuvent pas se regrouper derrière leur maire, par exemple, pour lutter, pour défendre leurs intérêts. On en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais l'État est évidemment sur le point de faire valider par le Parlement. Rappelons l'indépendance du Parlement, les députés En Marche ayant dû signer avant leur investiture une promesse de voter toutes les lois que le gouvernement pourrait présenter. L'indépendance du législatif par rapport à l'exécutif, elle donne beaucoup à caution, d'accord ? Évidemment. L'indépendance de la justice, on peut se poser la question avec ces deux arrêtés du Conseil d'État qui en plus condamnent ces petites communes à 3 000 € d'amende, entre guillemets, face à Enedis. Vous avez l'indépendance de la presse, on en a déjà longuement parlé, les médias quand même, je pense que la majorité d'entre nous le savons maintenant, sont aux mains d'une poignée de milliardaires proches du pouvoir, donc en fait de quatrième pouvoir, de contre-pouvoir. Pas nous. Pas vous, évidemment, c'est pas pour ça qu'on est là, on est dans une radio indépendante et associative, et c'est ça qui est bien, mais justement, il y a plein de sites internet, de gens très courageux, de lanceurs d'alerte qui font un boulot formidable, bénévolement, pour rassembler des tas d'informations, etc., et qui luttent vaillamment, justement contre cette espèce d'omerta et cette pensée unique. Mais regardez cet article que je vous évoquais en toute première partie d'émission. Eh bien, il est très emblématique du fait que dès qu'il y a une information qui peut être gênante à des intérêts industriels, on la met bien vite sous le tapis. Ici, on n'a pas complètement censuré la journaliste qui a fait l'article, mais on a passé son article de libre à disponible uniquement pour les abonnés très rapidement. Et des articles censurés, par exemple, sur les incendies Linky, Dieu sait qu'il y en a eu également. Donc pour toi, mettre un article juste pour les abonnés, c'est une sorte de censure en fait. Mais si tu veux, soit il est le mettre à l'écart, quoi. Soit il est disponible pour les abonnés immédiatement, uniquement. Ouais. Et dans ce cas-là, c'était un choix éditorial au début. Soit il a été mis en libre et très très vite on voit qu'il est gênant. Donc on ne l'enlève pas complètement parce qu'il serait un désaveu complet, mais on le met uniquement disponible pour les abonnés en deuxième instance. Est-ce que c'est pas une tactique pour les gens justement de s'abonner Bien sûr, les gens à s'abonner aussi, à la base oui, mais si tu veux, ayant discuté avec un certain nombre de journalistes aussi
qui, ayant vu ce qui se passe depuis 3 ans, on la voit, la censure, à tous les niveaux. Je veux dire, je rappelle ce mail, par exemple, du collectif du 61, Carouvien et Cougien, après un article dans Ouest France, une journaliste de Ouest France qui n'est pas contente du tout, qui voit qu'on a rajouté des lignes à la fin de son article, comme quoi le Linky ne serait pas plus dangereux qu'une plaque de cuisson, etc., qui s'étonne parce qu'on a l'impression que c'est elle qui a écrit ces lignes, qui se renseigne, et la direction régionale de Ouest France... C'est signé qui, c'est elle ? La direction régionale de Ouest France avait insisté pour qu'à chaque fois qu'il y a un article sur Linky qui sorte, on y rajoute ces lignes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est une ligne éditoriale dictée d'en haut, évidemment. Donc soyons clairs, le contre-pouvoir médiatique n'y est pratiquement plus, sauf cas isolés. Le contre-pouvoir législatif, il est quand même vraiment inféodé à l'exécutif. On voit que toutes les lois passent les unes après les autres à l'Assemblée, même les plus liberticides. Le pouvoir judiciaire, on finit par se poser la question. On voit qu'il y a des maires à des petits niveaux qui courageusement essayent de défendre la santé des personnes les plus fragiles. On l'a vu avec Toulouse, Bordeaux, Foix. Mais regardez, la troisième décision de Foix, elle est pratiquement pas médiatisée. Par rapport à cet arrêté du Conseil d'État où il y a X articles sur le sujet, immédiatement, la troisième décision de Foix qui va dans le même sens que les deux autres et qui protège les gens, elle tombe dans un silence assourdissant. Donc on est dans une situation où il faut que les gens reprennent leur pouvoir. C'est vraiment comme le documentaire Take Back Your Power, donc on voit donc sur les compteurs communicants aux États-Unis, il faut que les gens reprennent leur pouvoir. Tout est fait au contraire pour qu'ils ne fassent que déléguer leur pouvoir. On leur dit circuler, il n'y a rien à voir, qu'ils soient maires ou qu'ils soient individus. Au contraire, il faut que les individus luttent à leur niveau en prenant les décisions légitimes qui sont nécessaires. Alors, je ne parle pas de violence, évidemment. Je parle de décisions légalistes, mais qui soient de la non-coopération. Gandhi nous l'a montré avant nous. Clairement, il y a plein de choses qui peuvent être faites, d'accord ? On le voit avec les Linky, déjà, ne pas ouvrir sa porte, empêcher qu'on change les compteurs. Ça, c'est déjà un point. Mais à plein d'autres niveaux. On voit que l'État, par exemple, vient de céder au lobby. Et pour 3 queues de cerise, on en reparlera dans une émission ultérieure, vient de décider d'arrêter le remboursement de l'homéopathie, alors que ça coûte 3 fois rien à l'État. On est vraiment dans une situation là où il faut continuer effectivement à se soigner de cette manière-là, si c'est quelque chose qui nous convient. On voit que depuis 1941, le diplôme d'herboriste, alors qu'on est les seuls en Europe, est interdit. On voit qu'on veut interdire la vente libre des huiles essentielles. On voit le poids des lobbies. On voit comment, par exemple, les lobbies depuis 2013 au niveau européen interdisent par exemple les tests sur les pesticides tueurs d'abeilles et sont encore à la manœuvre pour repousser l'échéance encore un peu plus. On voit le CETA et le TAFTA dont on parlera plus en détail la semaine prochaine, d'accord, des accords bilatéraux ou multilatéraux qui vont ici permettre que des entreprises poursuivent en justice sur des tribunaux extrêmement spécifiques avec seulement une poignée de juges, une quinzaine de juges au niveau mondial, poursuivent les États pour toute législation protectrice de leur population et de leur environnement. Donc ça veut dire que tout ce qui peut toucher à la santé, tout ce qui peut toucher à la nourriture, à l'environnement, tout ce qui peut toucher aux conditions de travail, au revenu minimum, tout cela pourra être annihilé par n'importe quelle multinationale qui pourrait penser que ça va nuire à ses profits futurs. Donc tous les États, pour ne pas risquer de faire payer leurs contribuables à ces multinationales des frais, vont interdire effectivement le passage d'un certain nombre de lois protectrices. Et nos États, notre France aussi, s'engagent dans cette voie-là aussi. Donc on est dans une situation où l'État ne joue pas son rôle. Il faut que les citoyens s'associent en collectif, en association, que les maires, s'ils le veulent, en tant que citoyens, contribuent, mais il ne faut pas se laisser faire, ne pas se laisser endormir. Ne pas laisser son temps de cerveau disponible abruti par des séries et des choses comme ça, lutter contre la récupération de ces données en n'allant pas acheter tous les objets connectés qui nous fliquent à longueur de temps, choisir ce qu'on mange, faire des circuits courts, des AMAP, des choses bio locales dont on sait ce qu'il y a dedans, lire des bouquins comme Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brusset qui sont une mine d'informations qui nous révèlent ce qui se passe et ne plus rentrer dans ce système où si on fait dans les règles entre guillemets, dans les institutions étant verrouillées, on ne peut plus agir. Il faut agir au niveau local et au niveau individuel et associatif. Merci beaucoup Maud. À bientôt. À la semaine prochaine.